Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la télé du Salon. Je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier numéro de cette édition du Social Club, l'émission qui installe la littérature jeunesse en plein cœur de la société. Et comme tous les jours, je suis avec Sylvie Vassallo, la directrice du Salon. Bonjour Sylvie. Bonjour. Aujourd'hui, on parle du goût de la lecture chez les jeunes. Est-ce qu'ils lisent les jeunes ? Oui, quand dans les allées du salon, on voit ces enfants qui viennent en foule découvrir la littérature de jeunesse, on voit qu'ils lisent. Ils lisent des mangas, des BD, des romans, ils lisent vraiment de tout. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a besoin d'adultes pour les accompagner vers la lecture. Et justement, notre émission d'aujourd'hui s'appelle « Imposer ou émerveiller ». Qu'est-ce que ça cache, ces deux verbes ? Je crois qu'en fait, on a envie de réfléchir à un sujet qui est très important, c'est qu'on est tellement dans une société qui est inquiète par rapport à la lecture des enfants, et à juste titre, parce que la lecture, ça permet de s'épanouir, ça permet de réussir à l'école, ça permet beaucoup de choses, c'est une porte ouverte, et on est souvent très inquiet de ça, et parfois on est plutôt du côté de l'injonction que du côté de l'émerveillement pour aller vers la lecture. J'ai appris récemment, et je trouve que c'est extrêmement beau, donc je le partage avec vous, qu'il y a une neurohormone qui s'appelle l'ocytocine, qui est l'hormone du plaisir, du bien-être et du recul de la peur et de l'empathie également, qui se déclenche dans la lecture à haute voix. Je trouve que c'est absolument extraordinaire, parce que si on savait tout ça, on serait tous engagés pour être des lecteurs à voix haute dans la famille, mais partout aussi dans la société. Et tu es venu avec le dernier chiffre du jour ? Alors le dernier chiffre du jour, c'est 93 000. On n'a pas fait exprès, on est dans le 93. 193 000, c'est le nombre de visiteuses et de visiteurs petits, grands, moyens et parfois âgés qui sont venus visiter le salon cette année. Merci beaucoup Sylvie de nous avoir accompagnés toute la semaine. Et nous, on se retrouve tout de suite avec nos invités du jour. Nos invités s'intéressent de très près à la lecture chez les jeunes. Je suis avec Régine Atchondo, présidente du CNL, le Centre national du livre, partenaire du Salon, qui soutient les acteurs de la chaîne du livre, des auteurs, autrices, libraires, en passant par les éditeurs, les bibliothèques, les manifestations littéraires, on y reviendra. Régine Atchondo, est-ce qu'il y a une personne en particulier qui vous a donné le goût de la lecture à vous ? Ça va pas être très original, car je crois que c'est fréquent. C'est un professeur de français. Lorsque j'étais en 3e, je lisais déjà, mais qui m'a vraiment donné très envie. Et elle s'appelait Madame Cerisier. Ça s'invente pas. Je suis également avec Rana Esseli, professeure en psychologie du développement à l'Université Paris-Nanterre et membre de l'Institut universitaire de France. Vous êtes aussi membre du Baby Lab à Nanterre. C'est un lieu d'accueil parents-bébés, vous nous en parlerez tout à l'heure. Est-ce que vous étiez lectrice, vous, quand vous étiez enfant ? Alors moi c'est un petit peu particulier parce que j'ai grandi au Liban où le livre scolaire était très important parce que l'éducation était prioritaire, mais où le livre comme objet artistique et culturel était peut-être un petit peu moins présent. Quand je compare aujourd'hui aux médiathèques, par exemple, des quartiers et des villes où on peut emprunter jusqu'à 25-26 livres par personne. Et donc, on se retrouve dans un foyer avec une centaine de livres. Ça, c'est vrai que je ne l'ai pas vraiment eu, mais j'étais lectrice peut-être un petit peu plus tard que les enfants d'aujourd'hui. Merci, Rana. Michel Petit, vous êtes anthropologue honoraire au CNRS et spécialiste de la lecture, notamment en période de crise et dans les milieux où l'accès à la culture est entravé par le contexte. Votre dernier ouvrage est paru en novembre, c'est « Nous sommes des animaux poétiques, l'art, les livres et la beauté par temps de crise ». Donc la lecture, vous y avez consacré votre vie. D'où vous venez cet amour ? Écoutez, je crois que tout travail scientifique est une autobiographie déguisée. Et moi, je vivais avec des parents lecteurs qui étaient tout le temps le nez dans un livre. Quand je les voyais, je me demandais d'ailleurs où ils avaient la tête, où ils étaient partis. Et peut-être que sous une forme détournée, longtemps après, je me suis intéressée à ce qui se passait, à l'expérience lectrice qui se passait dans le monde intérieur des lecteurs et des lectrices, comme une voie détournée de répondre à cette interrogation d'enfance. Peut-être. Anne-Louise Mézadieu, vous êtes maire adjointe déléguée à la culture à Chaville et conseillère régionale en charge de questions culturelles en région Île-de-France, qui est partenaire du Salon.
Quel ouvrage vous a plongé dans le monde des livres, vous ? Alors, il y a 2 ouvrages, je dirais. Ma première rencontre avec la lecture, c'était, je ne vais pas être différente, c'était grâce à Madame Tessier en classe de 5e au collège Jean Moulin à Chaville, où j'ai découvert un texte d'Alfred de Musset. Et ce qui m'a donné la force aussi. Donc, du coup, j'ai été adepte du stoïcisme, hein, quelque part. Et après, au lycée, grâce à monsieur Hansen Love, j'avais lu Se questo è un uomo, Si c'est un homme de Primo Levi. Et à partir de là, je dirais, ma connaissance, ma soif de la lecture a pris naissance. Merci Anne-Louise. Le CNL a publié une enquête en 2022 sur la lecture chez les jeunes français et françaises. Est-ce que les lignes bougent concernant la lecture ces dernières années ? Qu'est-ce qu'on doit savoir sur la lecture chez les jeunes ? Oui, les lignes bougent. Alors, dans cette étude, il y a des aspects très positifs, heureusement. Le premier est que quand même 80% d'entre eux déclarent aimer lire. Mais ça veut dire que 20% d'entre eux n'aiment pas lire du tout. Les choses positives, c'est que les enfants, c'est entre 7 et 25 ans, portent sur le livre investissent sur le livre des vertus. Ils estiment que c'est bien de lire. Alors, est-ce que c'est des injonctions ou une prise de conscience ? On ne peut pas le savoir, mais en tous les cas, ils estiment que le livre est une évasion, un objet de détente, un objet d'enrichissement personnel. Le livre reste le premier objet cadeau de Noël en France. Et en cela, on est un pays tout à fait particulier. Et puis ensuite, les lignes qui bougent, on peut s'en douter, c'est qu'ils ne lisent pas la même chose qu'avant. Donc, manga, BD, romance sont vraiment les goûts aujourd'hui des jeunes lecteurs. Lorsqu'ils lisent, 47% d'entre eux déclarent qu'ils font quelque chose en même temps. Réseaux sociaux, vidéos sur YouTube. Donc, ça prouve un rapport peut-être, j'allais dire, moins concentré que celui que nous avions à notre génération. On n'a pas tous le même âge, excusez-moi, mais en tous les cas, lorsque nous étions plus petits, ils se nourrissent beaucoup des conseils qui peuvent leur être donnés sur les réseaux sociaux. Donc l'utilisation des réseaux sociaux pour développer la lecture et notamment les clubs de lecture virtuelle et numérique sont intéressants à creuser comme piste, et on les creuse d'ailleurs au Centre national du livre. 46% d'entre eux ont déjà écouté un livre audio ou lu sur un ordinateur. Et puis enfin, la conclusion, et je vais en finir des chiffres, mais c'est juste pour placer le contexte, j'en ai beaucoup d'autres, c'est qu'ils passent 7 fois moins de temps à lire qu'à regarder leur écran dans une semaine. Voilà, 7 fois moins. Michel, vous qui les avez beaucoup fréquentés, les jeunes, en leur posant des questions sur la lecture, est-ce que les enfants, les adolescents, ils aiment lire profondément ? Qu'est-ce que ça leur fait de lire aux petits ? Écoutez, ça leur fait beaucoup de choses à la fois. C'est des processus complexes, vraiment. Ça leur fait d'abord, généralement, ce qu'ils disent, c'est que ça leur a fait découvrir un espace, un autre monde, un monde à soi. Ils comparent très souvent la lecture à une cabane. J'ai entendu aussi des gens qui lisaient dans les cerisiers, vous parliez de cerisiers tout à l'heure. Donc c'est vraiment le monde à soi. Et ça, c'est quelque chose à partir duquel ils vont pouvoir aussi trouver des mots qui vont parfois leur permettre au plus profond, au plus secret, au plus mystérieux de ce qu'ils ressentaient, de se dire, bon, c'est une légitimation de ce qu'ils sont. Ça répond à toutes sortes de questions qu'ils n'osaient pas formuler. Ça relance leur pensée. Ça fait que leur pensée, leur imagination, leur désir. Il y a toutes sortes il y a encore d'autres choses. Il y a aussi un rythme, il y a toutes sortes de choses qui sont là. Ce sont aussi des compagnons. Parfois, quand on se sent seul, les livres sont là et c'est des compagnons qui ne vous trahiront jamais. Donc, c'est des processus très complexes par lesquels, effectivement, des enfants font l'expérience de la lecture. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils vont devenir des très grands lecteurs, mais enfin, en tout cas, plusieurs fois, ils ont rencontré des livres ils ont pris, ils se sont appropriés de quelque chose dans ce livre qui les a modifiés profondément. Et Régine nous parlait de genres qui sont très populaires en ce moment, le manga, la BD, la romance, enfin tous ces romans young adults comme on les appelle maintenant. Est-ce que toutes les lectures se valent tant que les jeunes lisent, tant qu'ils font cette expérience, peu importe ce qu'ils lisent ? Écoutez, toutes les lecteurs se valent, je ne sais pas si je le dirais comme ça. En tout cas,
ne méprisons pas leur choix et donnons-leur juste éventuellement des possibilités de connaître aussi d'autres choses, d'agrandir leur choix. Mais voilà. Anne-Louise Mézadieu, en tant que maire adjointe et conseillère régionale, vous traitez des questions de culture. Pourquoi vous misez sur la lecture ? Pourquoi ce focus mis sur la lecture chez les jeunes ? Je dirais la lecture est vitale. À la région Île-de-France, c'est vrai que la culture est une priorité pour nous et par voie de conséquence, l'accès à la lecture pour nos jeunes, notamment les lycéens. Pourquoi ? Et nous avons mis en place des leçons de littérature dans les lycées. On a 100 leçons de littérature dans les lycées, les leçons à voix haute, l'éducation artistique et culturelle qui est également une priorité pour nous. Pourquoi ? Moi, j'ai assisté il y a quelques années à une leçon de littérature dans un lycée à Saint-Ouen. C'était avec Mackenzie Orsel qui avait eu le prix littéraire des lycéens en 2018 et qui a eu également une résidence d'écrivain avec nous parce qu'on a ce dispositif résidence d'écrivain. Et il racontait aux jeunes, et il a eu pas mal de prix Goncourt, je dirais, depuis. Il racontait aux jeunes ô combien la lecture l'avait sauvé. Donc la lecture, au-delà de rêver, peut sauver. Et pour abonder dans le sens de Madame Petit, j'aurais tendance à dire il faut inciter à la lecture, peu importe. Ça peut être un roman, ça peut être les BD, ça peut être une poésie. J'aurais tendance aussi à dire lisez sans cesse. Et ça a été le message, je dirais, clé et message que j'entends à chaque fois que je vais dans des lycées lors des leçons de littérature que la région Île-de-France organise, parce que cette rencontre, ces échanges avec un auteur contemporain, un lycéen, ça vous marque à tout jamais. Je vous parle de Madame Tessier il y a 35 ans de cela, et Régine parlait également de sa prof de français à l'époque. La rencontre avec un auteur, la rencontre avec un livre, c'est vrai, peut sauver, notamment à l'âge d'adolescence où on se cherche, où on se questionne. Donc oui, c'est la raison pour laquelle on met l'accent sur la littérature au niveau régional et on incite et on met tout en œuvre pour que ça soit accessible à tous. On reparlera de l'adolescence, mais avant même qu'on sache lire chez les tout-petits, avant même l'apprentissage de la lecture, Rana Esseli, vous observez ce que fait le livre. Quel rôle il a dans le développement de l'enfant, dès la toute petite enfance ? Qu'est-ce qui passe par le livre dès la naissance ? Alors le livre dans nos sociétés occidentales est très très présent. C'est ce que certains chercheurs appellent un outil culturel au même titre que le langage par exemple. Et c'est vrai que très très tôt, dès la naissance, les bébés ont des livres même plastifiés qu'ils peuvent mettre à la bouche. Ils ont des livres qu'ils peuvent avoir dans leur bain aussi avec eux, même avant de pouvoir les lire ou de partager ou d'avoir des moments de partage de lecture. Un petit peu plus tard, vers l'âge de 3 mois, quand les bébés sortent, en fait, développent des relations plutôt triadiques que diadiques, c'est-à-dire qui incluent des objets et des personnes extérieures à la relation diadique ou fusionnelle qu'ils peuvent avoir avec leurs parents. Le livre est cet objet extérieur qui va constituer cette relation triadique. Donc c'est un moment de partage avec l'autre. Un petit peu plus tard, vers l'âge de 9 mois, on voit que lorsque les bébés partagent des livres avec les adultes, c'est vraiment un moment de communication et d'attention conjointe, c'est-à-dire tous les deux vont porter leur attention sur le livre. Les parents vont poser des questions autour des livres ou les adultes qui lisent. Les enfants vont répondre, ils vont pointer, ils vont communiquer gestuellement et verbalement. Donc ce sont vraiment des moments de partage et d'interaction avec l'autre, des moments privilégiés de partage où beaucoup de choses se jouent, que ce soit au niveau de l'attention conjointe, que ce soit au niveau des émotions, des partages des émotions, mais aussi au niveau du développement du langage, des gestes de communication. Donc vraiment, c'est un moment privilégié de partage. Et même de l'humour, non ? Et aussi de l'humour, tout à fait, puisqu'on sait que ce sont des moments où on peut observer de l'humour entre le parent et le bébé, ou entre l'adulte et le bébé. Et il y a certains livres qui ont beaucoup d'humour. Et donc, certains chercheurs ont montré que ces livres-là permettent aux parents, aux adultes qui lisent les livres, de développer un petit peu plus leur langage, d'avoir un langage plus élaboré quand il y a des situations d'humour que quand il y a des situations qui ne sont pas humoristiques, et ce qui permet, on le sait, de développer plus tard le langage, l'imagination, etc. des enfants.
Avant de poursuivre la discussion, je vous propose de regarder un extrait vidéo. C'est un teaser pour une formation de l'école du livre jeunesse et on en parle tout de suite après. La lecture à voix haute, donc avec les tout petits, bien sûr, c'est un moment essentiel. Mais en quoi est-ce que la lecture à voix haute peut participer à développer ce goût du livre, de la littérature pour tout le monde? Régine, je crois que le CNL s'y intéresse de près. Oui, beaucoup. Dans la fameuse étude que d'ailleurs nous allons mettre à jour et nous aurons la nouvelle étude en avril 2024. Donc je pense que ça nous intéressera toutes ici. 92% des lecteurs aujourd'hui, adultes, disent qu'ils se souviennent de l'histoire du soir. Même 5 minutes, parce que le temps, on sait, le temps s'est accéléré, les parents disent j'ai pas le temps, ce qu'on peut comprendre, on n'a pas toujours le temps, mais c'est vrai que même voler 5 minutes avant que l'enfant ne s'endorme joue d'abord un rôle dans le développement du plaisir de lire et le goût de lire plus tard, mais aussi sur le sommeil, le calme. J'étais surprise dans l'étude, par exemple, une étude qui n'est pas la nôtre, là, qui est une étude que j'ai lue sur un professeur en neurosciences. La lecture est ce qui apaise le plus un enfant, plus même encore que d'écouter de la musique. Ce qui m'a surprise, parce qu'au fond, il y a quelque chose aussi de très apaisant quand on écoute de la musique, sauf si on écoute une musique violente et avec un son insupportable. Mais donc la lecture est ce qui calme le plus, apaise. Bien évidemment, il y a tout l'aspect développement du langage que vous citiez, l'interaction avec les parents qui est très très importante. Et au fond, vous voyez, moi aujourd'hui, je trouve que ce que l'on devrait faire tous collectivement, on a fait une campagne immense sur les 5 fruits et légumes pour lutter contre l'obésité. Je pense qu'on devrait lutter contre l'obésité mentale d'une certaine manière. D'ailleurs, c'est Serge Tisseron qui dit que les écrans, que je ne veux pas non plus diaboliser parce que tout dépend ce qu'on en fait, mais quand même souvent, lorsque l'enfant est abandonné devant les écrans, il n'en fait rien de bien. Ça n'est pas la même chose s'il est accompagné par un adulte. Serge Tisseron dit que les écrans, ce sont les gâteaux pour le cerveau. Et donc, il y a là quelque chose aujourd'hui qui est une urgence, je pense, dans le fait de remettre le livre dans tous les foyers, dans l'entreprise même aussi, pour les adultes, entre eux. On y travaille au Centre national du livre avec le quart d'heure de lecture, qui est un quart d'heure mis en œuvre par l'éducation nationale. Mais on a créé avec l'éducation nationale une journée nationale du quart d'heure de lecture, qui est le 12 mars, où on incite tous les Français à poser leur écran un quart d'heure pour lire. Et on met des suggestions sur le site internet de textes d'un quart d'heure que tout le monde peut prendre par tranche d'âge pour les adultes, les petits, afin de remettre cette idée du quart d'heure de lecture qu'on vole dans la journée comme une sorte de priorité pour notre équilibre, j'allais dire, émotionnel et psychique. Michel Petit, vous avez observé les pratiques de lecture ici en France, mais aussi ailleurs dans le monde. Est-ce que ce rituel de la lecture en famille, de la lecture en groupe, l'histoire du soir, il existe partout? Est-ce que c'est un rituel social partout? Partout, je ne sais pas. Moi, j'ai surtout observé ce qui se passait dans des pays d'Amérique latine. Alors, dans des milieux souvent pauvres. Et là, souvent, la transmission orale, c'était plutôt les histoires qu'on racontait, ce qu'on lisait le soir. Souvent, cette transmission se perd, comme elle se perd aussi dans certains milieux dans nos pays. Elle se perd parce que les gens sont déprimés, parce qu'ils n'ont plus, ils sont hantés par la capacité de survie. Ils n'ont pas donc, mais il y a des gens, des passeurs culturels qui essayent d'impulser des ateliers qui vont faire que des gens vont retrouver, des parents, des enfants vont retrouver cela. Et il y a toutes sortes d'expériences très intéressantes faites dans des milieux vraiment, dans des situations extrêmes, des anciens guérilleros, des enfants dans la rue, des enfants drogués, enfin des situations très très difficiles, où par la lecture à voix haute,
il y a quelque chose qui à un moment va s'ouvrir justement, il y a quelque chose qui va se déplacer et il va y avoir à nouveau des possibles. Ça ne va pas, encore une fois, il ne faut pas s'imaginer qu'on va révolutionner le monde comme ça, mais ouvrir des possibles, donner une marge de manœuvre là où tout semblait fermé, ça peut être très important. Je voudrais aussi dire en écho à ce que vous disiez, que, à propos des bébés, une chose que j'ai vue notamment en Amérique latine, mais je crois qu'on peut l'observer ici aussi, c'est que souvent les bébés, quand ils ont un livre, ils vont l'apprendre et ils vont se le mettre sur la tête comme un toit. Comme un toit. Donc, quand j'évoquais un petit peu la lecture, c'est la cabane, c'est quelque chose qu'on observe déjà chez les tout petits. Et voilà. C'est un refuge quelque part. C'est un refuge, mais attention, la cabane, c'est pas n'importe quel refuge. C'est un refuge où on entend les bruits de la forêt, les bruits des oiseaux, les chants des oiseaux. On reste pas ouvert. coupé du monde. C'est tout. C'est une petite maison qui est ouverte sur le monde. Et je crois que c'est pas par hasard que beaucoup de lecteurs font cette comparaison. Anne-Louise, tout à l'heure, Régine nous parlait, on ébauchait ce qui se passe à l'adolescence en fait au niveau de la lecture, et c'est vrai que les chiffres montrent qu'à ce moment-là, il y a une baisse. Vous qui travaillez avec les lycées, vu que c'est la prérogative des régions, qu'est-ce qui se passe à l'adolescence? Qu'est-ce qui explique cette baisse dans la lecture? Ce qui explique cette baisse, je dirais, c'est conjoncturel, les écrans. Les écrans, parce que les jeunes, ils ont accès aux écrans et ils préfèrent les écrans. C'est pour ça que je disais que nous, on met l'accent, que ce soit les lectures à voix haute, les leçons de littérature. Et je vois aussi également dans le cadre des résidences d'écrivains, on se rend compte que ce soit les jeunes et les moins jeunes, quand les auteurs vont dans des lieux ou dans des hôpitaux, par exemple, ou dans des médiathèques, on se rend compte que le public est en demande, le public est ravi. Est ravi parce qu'on va vers eux. Donc, l'objectif pour nous, pour la présidente Valérie Pécresse, c'est vraiment de continuer en ce sens parce que c'est conjoncturel. Moi qui reçois de nombreux stagiaires, certains me disent quand ils étaient plus jeunes, ils avaient cette possibilité de lire, ils ne lisaient pas nécessairement, mais à l'âge adulte, entre guillemets, entre 20 et 22 ans, ils reviennent à la lecture. Donc je pense que c'est à nous, pouvoir public aussi, de faire en sorte de continuer et de ne pas perdre espoir. On parlait de BD, on voit les salons de BD sont intergénérationnels, donc les parents achètent, les enfants achètent, certains prennent et ne lisent pas forcément tous les livres, et à l'âge adulte ils reviennent. Donc je dirais que c'est conjoncturel. Néanmoins, les jeunes lisent, ils ne prennent pas un livre du début jusqu'à la fin, ils feuillettent pour certains, ils déposent, et c'est un devoir, je dirais, de public, que ce soit les enseignants, les pouvoirs publics, et puis nous, je dirais, en tant que parents, je me rappelle, mon fils, quand il était plus jeune, et je lui lisais des pages, il ne pouvait pas s'endormir avant d'entendre le son de, je dirais, soit son père ou entendre ma voix. Donc je dirais que ce n'est pas peine perdue. On continue le combat. Vous avez parlé du numérique donc comme une limitation à ce goût de la lecture, mais est-ce qu'il en existe d'autres? Je pense par exemple aux différences sociales, aux différences économiques, aux préoccupations que ça peut engendrer. Est-ce qu'il y a une différence aussi dans le goût de la lecture selon sa classe sociale? Oui, je veux bien répondre. Il y a justement, les différences entre les milieux sociaux se sont plutôt accrues récemment, au sens où les enfants de milieux diplômés, pour le dire comme ça, font comme leurs parents, c'est-à-dire que leurs parents, généralement, ils ont une forte utilisation des écrans, mais ils ont aussi un haut niveau de lecture de livres imprimés, et ils fréquentent beaucoup d'équipements culturels, et cette attitude cumulative, ils la transmettent à leurs enfants, alors que dans les milieux populaires, particulièrement pour les garçons se retrouvent face aux écrans avant tout. Alors, encore une fois, on l'a déjà dit, il ne faut pas diaboliser les écrans, ça dépend comment on est accompagné, etc. C'est plus compliqué que ça. Mais en tout cas, ces différences-là, il y a toujours eu des différences fortes entre milieux diplômés et autres milieux, même s'il y a toujours eu des lecteurs aussi en milieu populaire. Mais enfin, je veux dire, la tendance était quand même, c'était plutôt corrélé avec les niveaux de diplôme. Ça ne s'est pas réduit, ça a plutôt tendance à augmenter. Vous parlez de la différence aussi entre les genres. Est-ce qu'on a des chiffres sur ce gap entre les filles et les garçons au niveau de la lecture? Est-ce qu'il existe des données? Oui. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises aujourd'hui, mais l'écart est très, très, très important. Vraiment, ce sont les filles qui sont des lectrices.
le plus fréquemment, et les garçons, c'est très rare. Alors maintenant, en revanche, avec les mangas, c'est pour ça que je ne veux pas vous dire de bêtises. Et je pense que l'étude 24 va être très intéressante avec le recul de ce succès des mangas et des bandes dessinées. Je reviens d'ailleurs sur ce que vous disiez en introduction sur le fait qu'il ne faut pas qu'on les juge, les lecteurs de mangas. Et je pense que vous avez totalement raison. On a trop souvent tendance à vouloir enfermer les jeunes dans les ouvrages que l'on a aimés nous, ou que le milieu de l'éducation nationale a aimé, ou même qui a construit d'une certaine manière l'éducation. Je crois que là-dessus, il faut être assez confiant, notamment grâce au Pass Culture, par le fait que les libraires, d'abord, ont vu arriver énormément de jeunes qui n'avaient jamais mis un pied dans une librairie. Ils ont acheté des mangas, des BD, en premier. Je crois qu'au tout départ du Pass Culture, les mangas représentaient plus de 70% des achats de livres grâce au Pass Culture. Aujourd'hui, ils sont à 38%. Et ce que nous disent les libraires, c'est qu'une fois que les enfants sont rentrés, ou les adolescents sont rentrés dans une librairie, ils sont tout à fait sensibles aux conseils que donne le libraire. Et donc si on les prend par la main et qu'on leur fait découvrir d'autres livres, ce qui est le cas aujourd'hui, ça marche bien. Et notamment aujourd'hui, il y a un retour vers la poésie des jeunes générations. Je pense que c'est aussi parce que c'est souvent un format court. Et que donc, une fois de plus, ça correspond au temps qui s'est accéléré. Mais néanmoins, la poésie est en train de revenir, entre guillemets, à la mode. D'ailleurs, Hélène Dorion, qui est une poétesse québécoise, vient d'entrer pour la première fois cette année dans les livres qui seront offerts aux enseignants pour préparer le bac français, avec une très belle poésie autour de la forêt, de la nature, hein, mais avec la nature, une métaphore aussi de ce qu'est l'humain et le vivant. Donc ça, ce sont des signes, je pense, qui sont assez positifs. Mais il est évident aujourd'hui que le gap garçon-fille existe fortement. Le gap est effectivement des inégalités sociales. C'est évident. Et que donc, il faut qu'on fasse tout pour le rendre le moins important possible. Et les résidences, la présence des auteurs dans les écoles et les collèges est très importante. Avec le Pass Culture, on en est, nous, à 1800 masterclass, à plus de 250 résidences d'auteurs avec des ateliers d'écriture ou de lecture à voix haute. Et là, effectivement, les retours qu'on a des enseignants, ils nous disent c'est extraordinaire parce que c'est un rapport qui change totalement de l'enfant dans sa relation à la lecture parce qu'il a eu accès à l'imaginaire d'un auteur qui est venu lui parler pendant 3 heures. Voilà. On a abordé le... Pardon, Louise. Non, je voulais abonder, c'est tellement vrai et nous avons été, je dirais, saisis d'un territoire à un autre, on sent le déséquilibre. Nous, dans le cadre des leçons de littérature, il nous est arrivé d'entendre des propos de certains jeunes en disant on ignorait on pensait que tous les auteurs étaient morts et ils n'avaient pas forcément la chance d'être en lien avec des auteurs contemporains. Donc le travail est salué notamment par les jeunes et également par les enseignants. C'est pour corroborer les propos de Régine, c'est saisissant. Parce qu'ils avaient l'habitude d'étudier Baudelaire, Apollinaire, et là, rencontrer un auteur contemporain, ça crée, ça suscite le goût à la littérature. Et puis pour certains, ils n'ont pas forcément une bibliothèque riche à la maison ou des parents à même de pouvoir les inciter à lire. Il y a aussi la question du support sur lequel on lit. Les genres littéraires à la mode changent. On a parlé du numérique. Rana, vous qui étudiez le rôle du livre, de la lecture dans le développement, est-ce que le support de lecture est important? Est-ce qu'il y a une différence entre lire un livre papier ou un livre sur écran? Est-ce qu'on a le même ressenti? Je pense qu'il y a une différence effectivement entre les deux parce qu'on sait aujourd'hui en développement que la cognition ne se développe pas toute seule, elle est incarnée, donc elle est dans un corps et sans corps en fait la cognition n'est pas la même. 2 enfants qui ont le même âge, qui ne se déplacent pas de la même manière, s'il y en a un qui rampe et l'autre qui ne rampe pas, ils ne vont pas développer les mêmes capacités cognitives, de mémorisation ou autres. Donc aujourd'hui, on sait que la cognition est incarnée. Donc manipuler un livre est quand même quelque chose de très important pour le développement. Et donc on sait aujourd'hui, il y a quelques études qui existent qui comparent les livres numériques et les livres imprimés.
Et ce qu'on voit, donc les résultats sont parfois un peu contradictoires. Il y a certaines études qui vont montrer que l'apport des livres imprimés est le même que les livres numériques. Et puis d'autres études vont montrer au contraire que l'utilisation des livres numériques ne permet pas les mêmes possibilités et les mêmes apprentissages qu'un livre imprimé, mais que ça dépend de l'âge des enfants. Donc en dessous de 20 mois, par exemple, les livres électroniques ou numériques ne seraient pas adaptés aux enfants. Il y aurait un avantage du livre imprimé. Et puis l'autre facteur qui est important, c'est quand on regarde comment les adultes lisent aux enfants, ils ne lisent pas de la même manière quand c'est un livre imprimé que c'est un livre numérique. Donc quand c'est un livre numérique, les parents vont élaborer beaucoup autour du support lui-même. Même si c'est la même histoire qu'ils lisent dans un livre imprimé, ça sera quand le support est imprimé, ils vont élaborer davantage sur le contenu de l'histoire et sur l'histoire elle-même. Donc ils ne lisent pas de la même manière et donc l'apport n'est pas le même. Donc je pense qu'il y a une vraie différence entre les deux. Quand on parle des enfants et surtout des adolescents, il y a un sujet dans l'actualité qui est très fort, c'est la crise de la santé mentale chez les jeunes, surtout depuis la pandémie. Michel Petit, vous avez étudié la lecture en contexte de crise à différents moments, à différents endroits. Qu'est-ce que vous avez vu? Que peut le livre pour ses lecteurs dans les moments difficiles? Oui, moi je suis convaincue que les expériences d'éducation artistique et culturelle, c'est un peu au-delà de la lecture, mais incluant la lecture bien entendu, peuvent beaucoup pour le bien-être des enfants, des adolescents et même des adultes. Je veux dire, c'est quelque chose qui est vraiment attesté par des expériences qui ont eu lieu dans différents continents. Et d'ailleurs, on s'en rend compte ici quand on voit que, par exemple, dans beaucoup d'établissements maintenant, on adjoint ce qu'on appelle des soins culturels aux soins proprement psychiques, que ce soit avec l'Institut contemporain de l'enfance de Bernard Goltz, je crois, un gros volet de soins culturels. On le retrouve à la maison de l'adolescence. Enfin, on sait que c'est quelque chose qui est fondamental. Et je voudrais insister sur le fait que là, on est dans un cadre de soins, mais il y a quelque chose qui est vraiment au-delà de la thérapie du soin. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment une dimension humaine fondamentale, l'expression par une langue différente de la langue relâchée du quotidien, l'expression par des œuvres artistiques et littéraires, c'est quelque chose dont nous avons vitalement besoin tous, à tous les âges. Et donc c'est pour ça que je suis un peu obsédée à répéter qu'on n'est pas seulement des variables économiques plus ou moins adaptées à un univers productiviste. On est aussi, c'est pour ça que j'ai fait ce livre, nous sommes peut-être avant tout des animaux poétiques qui avons ce besoin chaque jour, de la même façon que nous dormons et rêvons chaque nuit, nous avons besoin de temps poétique au sens large du terme. Donc voilà. Et ça a des effets très bénéfiques, même dans des contextes qui, a priori, semblaient très éloignés. C'est ce que j'ai pu suivre dans différents pays. Juste pour rebondir sur cette notion de bien-être, le bien-être est à différents niveaux lorsqu'on a une lecture partagée. On sait par exemple que les livres et les moments de lecture partagés dans les services de néonatologie auprès des bébés prématurés font beaucoup de bien à la fois pour les bébés prématurés, mais aussi pour leurs parents qui racontent qu'ils se ressaisissent en fait en tant que parents, en tant que parents compétents pour s'occuper et interagir avec leur bébé. Donc ce sont des situations importantes, même en service de néonatologie. Oui, je rebondissais sur effectivement l'importance de ce que vous qualifiez de poésie, à raison, qui peut nous effleurer, et qui doit nous effleurer pour qu'on reste vivant. Et nous avons développé, j'étais très frappée, la semaine dernière, j'étais à l'hôpital de la Salpêtrière, parce que nous avons développé dans l'unité psychiatrique du professeur Cohen un projet qui s'appelle Les mots parleurs, où avec une comédienne, elle propose aux enfants qui sont atteints de troubles psychiques, psychologiques, plus ou moins graves, mais quand même assez graves pour être à la Salpêtrière, elle leur propose de lire à voix haute un texte, de se répondre les uns les autres.
Et il nous disait, à la fois les enseignants de l'école, cette actrice et le professeur Cohen, qui est le professeur de l'unité, nous disaient que depuis les 6 séances de travail, sachant qu'ensuite on va les enregistrer, lire ce texte et en faire un podcast qu'ils pourront écouter, donc aussi une forme de valorisation du travail qu'ils auront fait. Elle nous disait que même dans la posture physique, dans le fait de tenir le cou droit, de se déplacer, de se mouvoir dans la pièce, il y avait un changement en 6 semaines qui était tout à fait frappant. Et aussi bien évidemment dans l'interaction de ce groupe d'enfants entre eux. Le regard qu'ils se portaient les uns sur les autres était tout à fait différent. Donc voilà, c'est une expérimentation qu'on a menée là dans 6 CHU et qu'on souhaiterait étendre à l'ensemble des CHU de la France pour les enfants atteints de longues maladies. Donc souvent psychiatrie et oncologie. Anne-Louise, vous fréquentez les jeunes, vous vouliez ajouter quelque chose, pardon. Oui, non, mais je suis tellement d'accord. En écoutant Régine, je pensais à un événement auquel j'avais assisté dans le cadre de l'éducation artistique et culturelle. Ce sont avec des jeunes lycéens professionnels, opéra apprentis, et la considération, le regard contribue également à la santé, à la santé mentale. C'est un événement qu'on subventionne parmi tant d'événements. Et effectivement, les jeunes racontaient le fait de pouvoir rentrer, de mettre un pied à l'Opéra Garnier, de leur offrir la possibilité d'y rentrer, d'y accéder. Ils se considéraient, ils se retrouvaient dignes au fait, et dans le port, dans la façon de se voir. Également les parents, oui, la culture est vitale, est nécessaire pour la santé mentale, que ce soit pour les jeunes, les parents et je dirais l'humanité, surtout en ces temps ô combien difficiles et troublés que nous vivons. Quoi de mieux que la culture, en fait, pour nous rassembler, nous faire prendre conscience de tous ces mots MAUX. Je voulais juste ajouter en écho que j'ai entendu plusieurs fois des personnes qui avaient animé, impulsé des ateliers d'éducation comme ça, artistique et culturelle, dire à la fin de leur récit, ils me disaient, tu sais, j'ai remarqué une chose, c'est qu'ils devenaient beaux. Et ils hésitaient même à me dire ça en disant, je sais bien que c'est pas très scientifique de dire ça. Je dis, mais non, non. Et il y avait quelque chose qui était tellement relâché. Oui, qui était quelque chose qui était adouci dans le visage et dans les liens entre eux aussi. Il y avait quelque chose, une dimension d'une beauté. Oui. Et l'humanité rend beau. Je ne sais pas si vous avez vu, ça n'a rien à voir avec la lecture, mais un très très beau film de Aki Kaurismäki qui s'appelle Les Herbes Folles, qui est une histoire d'amour entre deux personnes, enfin avec ce cinéma très particulier d'Aki Kaurismäki. Et les 2 acteurs sont absolument formidables, mais on ne peut pas dire qu'ils sont d'une beauté fatale. Vous voyez, ils ne jouent pas du tout là-dessus, Aki Kaurismäki. À la fin du film, dans leur manière d'être ensemble et de s'aimer, de s'autoriser enfin à s'aimer, on les trouve beaux. Et je suis sortie de ce film en disant, on les trouve beaux. Alors que c'est évident qu'ils n'ont pas été castés pour leur physique. Et je trouve ça très important de dire à quel point l'humanité rend n'importe quel être beau. Même celui qui est le pauvre et le plus ingrat, il devient magnifique dans la beauté de son regard, dans l'apaisement des traits, dans le sourire. Voilà. Vous vouliez ajouter quelque chose? Non, je dis le beau au sens philosophique du terme. C'est vrai que, encore une fois, j'insiste et on insiste au niveau régional et c'est pareil au niveau national pour favoriser l'accès. On met vraiment tous les dispositifs. On travaille de concert avec les enseignants, avec les médiateurs culturels, avec les libraires. Et nous, on a lancé un dispositif qui s'appelle La Base, justement pour les jeunes entre 18 et 25 ans. Donc, ce dispositif qui leur permet d'avoir des bons, que ce soit pour entrer dans une librairie, pour s'inscrire pour une activité culturelle ou sportive. Je pense que c'est vraiment, moi je dirais, vive la littérature, hein, vive la culture. On l'a vu, vous venez de nous le dire, c'est une expérience esthétique, c'est une expérience poétique de lire la culture. Pour terminer, Michel, est-ce que ça, on peut le faire comprendre aux jeunes, le leur dire, ou alors est-ce qu'on le leur montre? On leur fait vivre, on partage avec eux. Non, leur dire, ça ne marche pas. Ça marche pas. Au contraire, c'est rédhibitoire. Tous les discours sur à quel point la lecture c'est formidable, après ils vont fermer la porte et prendre leurs jambes à leur cou, et je les comprends. Moi, je ne compte plus les journées sur la lecture d'où je suis sortie en ayant envie d'aller me promener dans la nature.
loin des livres. Donc, non, pas ça. Mais vivre, donner l'occasion de vivre quelque chose, d'expérimenter, d'éprouver. Et voilà. Notre discussion est déjà terminée, mais avant de se quitter, je vous propose une dernière petite escapade dans l'univers de Beatrice Alemagna, qui est la Grande Ourse 2023. À tout de suite. En français, j'aime beaucoup le mot zut. Parce que déjà, quand c'est un mot qu'on n'apprend pas à l'école. Et quand je l'ai entendu les premières fois, je pensais, mais ils sont fous, pourquoi ils font zut? Qu'est-ce que c'est que cette façon de parler? Et c'est vraiment un mot qui arrive quand il y a une situation un peu malheureuse, mais qui donc amène toujours cette espèce de petite note un peu sonore, un peu enfantine, qui m'empêche de tomber dans le découragement. Donc j'ai une vraie affection pour le mot zut. Le Social Club touche à sa fin. Je remercie nos 4 invités d'avoir été avec nous. Michel Petit, Anne-Louise Mézadieu, Rana Esseli et Régine Atchondo. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous pouvez retrouver cette émission et puis tous les programmes de la télé du Salon sur le site slpjplus.tv, comme par exemple le programme Qui lit d'or, des histoires lues par des comédiens ou des comédiennes dans des endroits complètement insolites. À 19h, c'est le live présenté par Margot Léridon. Merci d'avoir été avec nous toute cette semaine au Social Club et sur la télé du Salon. Bonne soirée et rendez-vous l'année prochaine pour la 40e édition du Salon du Livre et de la Presse Jeunesse.